Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour répondre aux demandes que j'ai eues sur mes réseaux sociaux, demandes de lire des passages de mon nouveau livre L'éveil des consciences, ce livre philosophique qui a été dans les meilleures ventes cet été, hein. Donc je vais vous lire quelques passages. Là, déjà, je vais vous en lire un. Je vais voir si je vais avoir le courage d'en lire deux pour vous mettre un peu en appétit. Voilà. Alors, le passage que je vous lis sur ce livre, qui est un livre complet, qui parle de l'évolution humaine, qui parle de la psychologie humaine et qui parle de la place de l'homme dans le monde et qui est-il vraiment, quel est son but, donc aborde tous les sujets. Et là, je vais vous parler des femmes de pouvoir et des hommes de pouvoir. Alors, le titre de ce petit texte s'appelle « Femmes de pouvoir, hommes de pouvoir ». Si les hommes et les femmes sont fondamentalement différents dans leur spécificité et leur fonction pour le groupe, et si les hommes trustent majoritairement depuis des millénaires les postes de pouvoir, c'est-à-dire les postes où sont prises les décisions concernant l'avenir du groupe, les femmes, dans certaines conditions, peuvent s'avérer bien supérieures aux hommes quand elles arrivent au sommet de la chaîne décisionnaire et endossent le rôle de chef suprême, celui à qui incombe la décision finale, le rôle de guide pour la nation. Ainsi, dans un milieu stable, une femme est souvent bien supérieure aux hommes dans certaines fonctions dirigeantes, comme dans celle si glorifiée de chef d'État. Que ce chef d'État soit un chef élu ou que cette fonction soit héréditaire. Cette possibilité qu'ont certaines femmes de diriger et surtout de gérer brillamment un État est directement en rapport avec leur programmation génétique de mère et de gestionnaire du foyer. En effet, la femme ne rentre généralement pas en politique pour les mêmes raisons que l'homme. Là où les hommes, par-delà leur idéalisme politique, recherchent souvent inconsciemment le pouvoir pour avoir les femmes et optimiser leurs chances de transmettre la vie, car la femme est inconsciemment attirée par l'homme de pouvoir qui pourra la protéger, la femme, quant à elle, rentrera le plus souvent en politique par idéalisme ou parfois pour un besoin de s'affirmer, mais rarement pour assouvir des désirs sexuels et posséder les hommes, afin d'optimiser ses chances de survie. Car l'homme, comme tout le monde le sait, n'est pas attiré par le pouvoir de sa partenaire, mais plutôt par son physique. La femme de pouvoir est donc généralement une fine gestionnaire, peu enclin à la dépense ou à la corruption pour consolider ses alliances, et qui redistribuera le plus souvent avec parcimonie et équité l'argent de l'État, c'est-à-dire l'argent des taxes prélevées sur le travail du peuple, tout en recherchant le bien-être du peuple et son épanouissement, comme une mère recherche le bonheur et l'équilibre de ses enfants. Malgré les grandes qualités intrinsèques à la femme qui semble en faire le chef d'État par excellence, on pourrait s'interroger sur le fait que, sauf exception, ce sont les hommes qui dirigent les États depuis des millénaires. La raison en est simple et ne vient en aucun cas d'un désir de domination de l'homme sur la femme ou d'un complot masculin plurimillénaire pour empêcher les femmes d'accéder aux postes de direction. La cause de cette prédominance des hommes dans les fonctions de pouvoir, en dehors du fait que les femmes furent accaparées pendant des millénaires par leurs fonctions de mère, et que malgré que l'homme soit souvent injuste dans la récupération des taxes sur le peuple et leur redistribution pour un bon fonctionnement de l'État, et malgré sa propension au vol, à la corruption pour augmenter sa puissance, la puissance de ses alliances et sa capacité à éliminer sans pitié la concurrence par toutes les vilainies possibles, l'homme est par ses tendances brutales et immorales un grand connaisseur de la dangerosité masculine et bien souvent le seul à être capable de s'opposer à d'autres mâles prédateurs cherchant par le biais de la politique et de la guerre à prendre le pouvoir et les femmes. Ainsi, par sa nature paisible de gestionnaire, la femme est la plus habilitée à gérer un État en période de stabilité et d'abondance, alors que l'homme, par sa programmation génétique de chasseur et de conquérant énergétique, sera le plus à même, en cas de crise,
à défendre ou à conquérir un État, en étant capable d'éliminer sans pitié ses adversaires. En conclusion, quand on parle de pouvoir de politique, les femmes sont faites pour gérer l'équilibre et la stabilité, alors que l'homme est programmé pour gérer le combat et la défense ou la conquête, afin de prendre et de conserver le pouvoir. Donc, petit texte pour vous faire comprendre pourquoi les hommes sont au pouvoir, car les hommes ne sont pas forcément de meilleurs gestionnaires que les femmes, bien au contraire, mais ils sont aptes, bien mieux que les femmes, à se défendre de la prédation et de l'attaque des autres hommes. Donc du coup, les femmes sont souvent éliminées d'office. Alors bien sûr, il y a des exceptions, il y a des femmes qui sont corrompues en politique, mais on voit que quand elles sont corrompues, elles le sont rarement pour avoir le pouvoir et les hommes, elles le sont plutôt pour redonner de l'argent à leur famille ou à leurs enfants, comme on a pu le voir avec l'affaire Agnès Sall, qui est, par ce petit détail, c'est historique, qui disparaîtra dans le temps, l'âme du temps. On voit que cette femme était corrompue pour donner du pouvoir, pour donner à son fils, et non pour avoir les hommes et le pouvoir. Et les femmes, en général, sont de meilleurs gestionnaires que les hommes par leur rôle de gestionnaire du foyer. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous fera comprendre le rôle des femmes en politique et le rôle des hommes, et pourquoi les hommes ont cette dominance en politique et pourquoi trustent-ils en général tous les postes. Voilà, petite vidéo. Est-ce que j'ai le temps de vous lire un autre texte? On va voir, texte pris, pas vraiment au hasard, mais j'en ai mis texte sur la philosophie. Tiens. La philosophie, c'est la science du chasseur, une science très masculine. Analyser le monde pour le maîtriser et en rapporter l'énergie à sa famille, à sa communauté. Rien d'exceptionnel en fait. Et les hommes sont tous à leur niveau plus ou moins philosophes, c'est-à-dire portés instinctivement vers l'analyse. Du philosophe de bistrot au philosophe arpentant les plateaux télé, tous ont en commun ce besoin masculin d'analyser. Mais les grands philosophes sont ceux qui, par leur analyse, modifient l'humanité en changeant en profondeur le comportement des hommes et leur façon de percevoir le monde. Allez, je vais vous en lire un dernier et on arrivera aux 10 minutes. Ce dernier texte s'appelle « Transfert d'informations et conte de bonnes femmes ». L'humanité s'est bâtie sur le partage des tâches, que ce soit entre humains, chacun ayant une fonction précise permettant au groupe de bien fonctionner, mais aussi au niveau des sexes, où l'homme s'est retrouvé chargé de défendre le territoire tout en allant chercher l'énergie pour lui, mais aussi pour la ramener à la femme qui, elle, était de son côté responsable de l'éducation des petits et de leur nourrissage. Ce partage des tâches entre sexes a joué un rôle fondamental dans la façon dont nous absorbons l'information et nous la retransmettons en fonction que nous soyons un homme ou une femme. L'homme, par sa nature de chasseur, fonction qu'il pratiquait depuis des millions d'années, et par son rôle fondamental de collecteur d'énergie pour le groupe et les femmes, l'homme a par ses fonctions développé un esprit pragmatique d'analyse du monde, lui permettant d'optimiser sa quête énergétique fondamentale à la survie du groupe. C'est ainsi que l'homme, en assemblée de mâles, ne cesse de discuter pour raconter ses expériences afin de s'imposer socialement par le récit de ses exploits, souvent exagérés, mais surtout pour échanger en groupe des expériences et du savoir afin d'optimiser ses capacités à conquérir le monde par la compréhension qu'il en aura acquise par ses longues palabres viriles. L'homme communique donc pour s'imposer socialement en exagérant ses actions positives pour le groupe, c'est-à-dire ses actions ayant soit assuré la défense du territoire, soit ses actions ayant permis de rapporter de l'énergie au groupe, ou communique en vue d'échanger pragmatiquement de l'information technique pour comprendre et maîtriser le monde qu'il devra conquérir et soumettre pour en tirer l'énergie nécessaire à sa survie et à celle de sa famille, et plus largement à celle de sa communauté. De son côté, la femme, ne pouvant s'éloigner du foyer et cantonnée dans des fonctions domestiques et d'éducation des jeunes enfants, s'est vue confinée, au cours de l'évolution humaine, au rôle fondamental, celui de structurer moralement les jeunes enfants, en leur apprenant non pas
le fonctionnement du monde, comme peuvent le faire les hommes, mais en leur inculquant les valeurs fondamentales du bien et du mal, en vue d'en faire des adultes sociaux, capables de s'intégrer et d'interagir dans une société humaine complexe. Les femmes coupées du monde extérieur et confinées au foyer et à ses environs proches ne pouvaient pendant des millénaires n'avoir qu'une idée très réduite de l'univers physique dans lequel les hommes partaient s'aventurer pour rapporter la sacro-sainte calorie. Elles ne pouvaient donc concevoir le monde que par les récits souvent exagérés que leur faisaient les hommes de retour de leur quête énergétique. Cette vision du monde mythifié que leur apportaient les hommes ne leur permettait pas de comprendre le fonctionnement réel du monde et les actions héroïques que leur contaient les hommes n'avaient que peu de rapport avec la réalité des aventures masculines réellement vécues. Les femmes ne pouvaient donc pas enseigner la réalité du monde extérieur à leurs petits afin de les préparer à l'affronter. Mais ces récits que leur apportaient les hommes étaient le substrat d'un enseignement tout aussi fondamental que la connaissance pragmatique et masculine du monde. En digérant cette vision déformée de l'univers extérieur que leur apportaient les hommes, les femmes contaient aux jeunes enfants des histoires dont la fonction éducatrice était de transmettre non pas la réalité du monde physique, mais la morale et la notion du bien et du mal qui en découlent, permettant aux petits humains de se situer dans la société, tout en leur inculquant les limites comportementales à ne pas franchir et en leur enseignant les buts qu'ils devaient poursuivre. C'est ainsi que les contes de bonnes femmes et les histoires que les mamans racontent aux petits-enfants depuis la nuit des temps, non pas comme fonction de préparer à la confrontation au monde, mais plutôt de leur enseigner la valeur du bien et du mal et les directions à suivre dans la vie pour qu'ils deviennent des adultes sociaux, utiles au groupe et à eux-mêmes. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura fait comprendre que ce livre est un chef-d'œuvre et que, évidemment, à chaque fois que je le relis, je m'instruis. Voilà, et que j'aime me citer. C'est une blague, bien sûr, mais une blague qui porte une vérité en elle. Voilà, petite vidéo pour vous montrer que l'éveil des consciences est un livre profond tiré de l'expérience que j'ai eue de la vie, de ma confrontation au monde, mais aussi du savoir des anciens. À bientôt, c'était Fred Delavier.